Donc nous retrouvons comme prévu Madeleine et nous retournons après la conférence de Bruno Bachelier en Afrique occidentale pour ce 4e extrait musical. Merci. Ce que j'aimerais vous faire écouter et vous faire entendre maintenant, c'est une musique qui a été enregistrée auprès d'un groupe Peul. Les Peul sont une communauté qui rassemble plusieurs milliers de locuteurs installés principalement au Sahel et dans d'autres régions d'Afrique occidentale. Ce sont traditionnellement des nomades, des éleveurs, et quelques groupes se sont sédentarisés avec le temps. Notamment, il y a des groupes qui sont installés maintenant au Mali. Le fait d'être installés maintenant dans des villages, dans des maisons, a changé a eu un impact sur leurs activités professionnelles. Et il y a notamment des groupes de Peul qui se sont spécialisés dans le tissage du coton. Donc les tisserands Peul du Mali forment maintenant une communauté d'artisans et d'artistes spécialisés, et on peut les reconnaître notamment durant les grandes fêtes collectives où ils portent des habits absolument somptueux et très élaborés. Et il y a également, ces habits sont mis en mouvement, si vous voulez, pendant certaines danses qu'ils font. Ce que je veux vous faire écouter maintenant, c'est une danse pour les tisserands du Mali. Ce n'est pas des musiques vocales, il y a 2 joueurs de flûte qui tissent leur mélodie d'une manière très serrée, un petit peu à l'image de ce que vous avez entendu précédemment. Et ces 2 flûtistes sont soutenus par un percussionniste qui porte des bagues très volumineuses dans ses doigts et qui frappe une calebasse renversée. Voilà. Merci beaucoup Madeleine, on se retrouve donc tout à l'heure et maintenant j'invite à me rejoindre donc les 3 invités pour la table ronde. Caroline Porte, la directrice générale de Tissons la Solidarité, Jeanne Meyer, qui est donc ingénieure chargée d'affaires en économie circulaire au pôle de compétitivité Uptext, et Alain Clodo, directeur général de EcoTLC. À la fois, l'introduction est courte, elle tient en une phrase. 2,4 milliards de pièces textiles mises sur le marché par an en France, 624 000 tonnes. J'ai peut-être déjà une première question. Quelqu'un a pris un peu de mon quota. J'ai calculé, ça fait 40 pièces par personne par an ce matin. Donc voilà. Comme je vous les ai présentés quand ils arrivaient, vous avez compris aussi comment se dessinait cette table ronde. C'est 3 façons de regarder une même problématique, notamment sur le recyclage de cet important gisement que sont les textiles de seconde main ou les textiles de chute de production.
avec Caroline Porte, qui est donc directrice générale de Tissons de la Solidarité, et qui va nous apporter aussi un angle, mais pas uniquement, plus sur les questions sociales qui peuvent se développer et socio-économiques autour de cette activité-là. Jeanne Meillet, qui nous a fait le plaisir de venir depuis Lille, et pour nous apporter le regard, je dirais, de l'ingénieur, des sciences de l'ingénieur, sur les capacités qu'on a à recycler les fibres. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on réutilise uniquement? Est-ce que la définition stricto sensu du recyclage, c'est vraiment arriver à refaire une nouvelle fibre avec des fibres déjà existantes? Comment ça marche? Quels sont les acteurs? Est-ce que la filière est suffisamment riche pour arriver à récupérer tout ce flux aussi? Beaucoup de questions qui vont se poser. Et Alain Clodeau, qui est donc le directeur général d'EcoTLC. EcoTLC, c'est un organisme qui a été créé peu après 2007. En 2007, le législateur demande à l'ensemble des metteurs sur le marché de vêtements et de chaussures de s'organiser de façon à pouvoir avoir des leviers d'action sur différents sens, tant au point de vue du consommateur final que par rapport aux producteurs en tant que tels et aux vendeurs. Et donc depuis lors, EcoTLC donc a un budget au travers donc d'une éco-contribution. Et donc je pense qu'alors, en dépit de toute courtoisie, on va commencer avec vous, Alain, de façon à poser un peu les choses, parce que pour pouvoir arriver à faire des stratégies, des politiques d'action et tout ça, il faut déjà avoir un panorama, un paysage bien complet en termes de chiffres et de statistiques sur où est-ce qu'on en est. Donc c'est 624 000 tonnes, on en récupère combien? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Quelle est la qualité? Ainsi de suite. Donc Alain, je vous passe tout de suite la parole pour nous donner, nous expliquer à la fois ce qu'est EcoTLC, ce retour un peu sur la statistique et les grandes masses et les différents programmes d'action. Il suffit d'appuyer sur cette petite flèche. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à l'Académie, merci à la Fondation, merci Hugues de nous accueillir et de nous permettre de partager nos expériences au cours de cette matinée. Je voudrais remercier Adèle Rink qui m'accompagne aujourd'hui au nom d'EcoTLC et qui m'a aidé à préparer cette présentation, et nous serons avec vous après pour répondre à toutes vos questions. En deux mots, donc j'anime l'éco-organisme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un éco-organisme? C'est une structure tout à fait originale. C'est une société de droit privé qui appartient aux metteurs en marché, c'est-à-dire producteurs, industriels et commerçants qui mettent les fameux 2,4 milliards de pièces textiles sur le marché. Et on travaille à l'intérieur d'un mécanisme qui est assez intéressant, qui est d'abord un mécanisme de responsabilité. Tout à l'heure, dans la présentation et les questions qu'on a eues, on se posait la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe après la production du coton? Comment la suite des acteurs dans la chaîne de valeur sont impliqués? Je pense que tout le monde est impliqué, que la prise de conscience est en train de se développer très fort. Et en tout cas, nous participons à ce mécanisme. Et vous, en tant que citoyens, consommateurs, habitants, vous participez bien entendu à ce mécanisme. Et sachez que chaque fois que vous achetez un vêtement neuf, vous payez une éco-contribution ou une éco-participation. C'est vrai pour le textile, mais c'est vrai pour les meubles, c'est vrai pour un téléviseur, un frigo, etc. Et avec cette éco-contribution, on va prendre en charge un certain nombre de choses. Et voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer ici. On va faire trois choses. La première, c'est qu'on mesure. Et pareil, je vais faire le lien avec la présentation précédente. Cette démarche de développement durable, qui est une démarche d'amélioration continue, eh bien, la seule façon de savoir si on progresse, c'est de mesurer comment on progresse et d'avoir un certain nombre d'indicateurs. Et l'une de nos actions, c'est de savoir qui fait quoi ou quand, comment, et donc de mesurer l'évolution des performances économiques, sociales et environnementales. La deuxième chose à laquelle on participe, c'est l'information, la sensibilisation, la pédagogie sur toutes ces questions et de quelle manière chacun d'entre nous, là où il est, encore une fois en tant que consommateur, en tant que citoyen ou en tant qu'habitant, en tant qu'acteur dans une entreprise, dans une organisation, peut participer à l'amélioration et à la réduction de cet impact environnemental. Et le troisième élément que l'on fait dans l'utilisation de nos fonds, c'est qu'on soutient, on accompagne le développement de la filière, de collecte,
de tri et de transformation des produits qui ont été récupérés vers une seconde vie. Alors, soit une seconde vie de réutilisation, parce que, je vais le dire tout de suite derrière, la plupart des produits dont on n'a plus besoin à un moment donné, parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils sont trop grands, parce qu'ils nous plaisent plus, parce qu'ils sont un peu usés, eh bien, à 60%, ils sont quand même réutilisables. Alors parfois réutilisables en l'état, parfois il faut les réparer, il faut recoudre un bouton ou il faut les laver, mais dans la grande majorité des cas, ils sont réutilisables. Et quand ils ne sont pas réutilisables, eh bien on va les recycler. Alors quelques chiffres, vous m'aviez demandé d'avoir quelques chiffres, j'en ai déjà beaucoup. Vous voyez qu'en quelques secondes, les 2,4 milliards sont devenus 2,6 milliards. Vous avez des systèmes qui vous montrent en temps réel la consommation mondiale par habitant. Pour faire simple, retenez qu'on consomme chacun de l'ordre de 10 kilos ou de 40 pièces, comme vous l'évoquiez. Et aujourd'hui est récupéré à peu près le tiers de ce qu'on a consommé, 3,4 kilos. Et puis, il y en a une partie qui dort dans les placards. Et puis, il y en a une partie qui va dans la poubelle. Et évidemment, on voudrait s'occuper de plus en plus de ce qui est dans la poubelle. Bon, les entreprises qui adhèrent, c'est toutes les entreprises qui mettent sur le marché. Et notre budget annuel est autour de 20 millions d'euros. Alors, ces vêtements sont collectés au travers de 44 000 adresses partout en France. Et si vous voulez savoir où sont ces adresses, je vous invite à aller sur le site La Fibre du Tri. Vous avez une cartographie qui vous permet de savoir où est le point d'apport le plus proche. Mais au-delà de savoir ça, surtout, vous allez avoir beaucoup d'informations sur pourquoi il faut ramener les vêtements, en quoi c'est utile, qu'est-ce qu'ils deviennent, qui les récupère, et surtout, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et également aussi la mise en avant de toutes les initiatives des entreprises en matière de développement durable et de réduction d'impact environnemental. Alors, on a nos 44 000 adresses qui sont donc collectées, puis triées. Alors la flèche bleue, c'est ce qui va vers la réutilisation que j'évoquais tout à l'heure, à hauteur de 60%. Et puis toutes les flèches vertes, c'est toutes les façons de transformer le produit en nouvelles matières premières. Je ne vais pas développer, parce que je vois que devant moi, là, il y a plein d'illustrations de ce que peuvent devenir les produits. Et je crois que c'est Jeanne qui va le développer après, donc je vais très vite. Alors, donc, vous voyez, nous mesurons, on est capable de vous restituer un certain nombre de chiffres. Également, j'ai parlé de pédagogie et de sensibilisation. Et bien, même chose, au travers de ce site, La Fibre du Tri, de très, très nombreuses actions, partenariats, collaborations avec les différentes parties prenantes. Nous encourageons cette sensibilisation, cette prise de conscience et concrètement, les changements de comportement. Je vais très vite. Troisième volet, soutenir le développement de la filière et surtout soutenir l'innovation. On le voit bien, on a eu toute une illustration ce matin extrêmement intéressante sur les différentes régions du monde où on produit du coton. Et on voit bien, par exemple, que sur le continent africain, probablement qu'une des questions qui se posent, c'est comment on améliore les rendements sans forcément non plus tomber dans l'excès de l'hyper-rendement ou de la culture intensive. C'est la même chose. Aujourd'hui, quand on récupère les vêtements et qu'on veut les transformer en nouvelles matières, eh bien, il faut être en mesure d'industrialiser cette capacité de transformation. Et donc, il faut encourager l'innovation. Alors, je vais vous donner deux exemples très concrets. Les vêtements, quand ils ont été conçus, on n'a pas imaginé qu'on allait devoir les démonter à un moment donné. Et donc, c'est comment on innove, comment on va démonter facilement un vêtement et comment on va séparer les différents composants pour pouvoir les transformer, par exemple, en nouvelles matières premières. Autre chose toute simple, un vêtement, c'est quoi sa composition? On a parlé beaucoup du coton ce matin. On a parlé aussi, on a dit que le textile, c'était l'art des mélanges. Vous avez parlé des mélanges de coton et d'une manière plus générale, l'art des textiles, c'est l'art des mélanges. Et Dieu sait si nos vêtements aujourd'hui sont riches de mélanges de composition. Et oui, alors comment je resépare le coton du polyester? Et puis maintenant, il y a un peu d'élastane, etc., etc. Je vais pas trop loin. Donc on soutient financièrement, on soutient pédagogiquement. Je crois que vous avez eu la chance de pouvoir récupérer une plaquette et une cartographie qui vous illustre ce que deviennent les textiles quand on n'en a plus besoin.
Je vais aller très vite parce que les éléments sont là. Je voudrais vous nous laisser du temps pour répondre à vos questions. Je voudrais juste conclure là-dessus et peut-être introduire cette notion d'économie circulaire, parce que je crois que dans le développement durable aujourd'hui, cette notion d'économie circulaire, c'est-à-dire cette notion qui vise... Alors on raisonne en boucle, hein. La notion de circularité, c'est la notion de boucle, c'est-à-dire j'ai extrait de la matière première et comment cette matière première, je vais l'optimiser en fait tout au long de sa durée de vie. Et je ne vais pas en faire un déchet, je vais en faire une nouvelle ressource. Alors soit en boucle fermée, en faisant des nouveaux textiles avec des vieux textiles, soit en boucle ouverte, c'est-à-dire que je remets à disposition de la matière première, de la fibre de coton par exemple, et on en fait d'autres choses. On verra les illustrations tout à l'heure, soit ce sont des matières d'origine synthétique, je reviens au monomère plastique et je refais par exemple d'autres choses. Donc tout le long de cette boucle que vous avez sous les yeux, ce qui est peut-être l'essentiel à retenir, c'est qu'on est tous concernés par l'ensemble de cette chaîne et qu'on intervient probablement à plusieurs endroits. Et en synthèse, en tant que citoyen, consommateur, habitant, on intervient quand on achète. D'ailleurs, on se pose la question de savoir est-ce que j'achète un produit ou est-ce que je fais l'acquisition au contraire d'un droit d'utilisation, économie de fonctionnalité. Comment je suis mieux informé pour acheter plus responsable, comment j'utilise le produit pour qu'il dure plus longtemps. Pose la question de l'entretien. Et puis, quand j'en ai plus besoin, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, on est tous concernés. Merci, bonne matinée. Merci beaucoup pour cette présentation qui, même si on est dans une table ronde, évidemment, on souhaite toujours cette spontanéité. La table ronde, elle va arriver, mais c'est important de poser les choses de façon à bien comprendre. Même si c'est en peu de temps, ça nous a donné les éléments. J'avais déjà 2 questions avant qu'on aborde la présentation de Jeanne. Est-ce que les mises sur le marché augmentent ou est-ce qu'il y a moins de mises sur le marché? À quel point c'est aussi sensible à des formes de crise économique ou autres? Les 2,4 milliards, c'était en fait il y a quelques années, l'année dernière 2,6. Donc on a une croissance qui est régulière. C'est des faibles pourcentages, hein, c'est 2-3%. Et tout simplement, ça correspond à la croissance de la population. On a la chance en France d'avoir une population française qui augmente. Le marché, pour tous les textiliens, il est en régression en valeur depuis 10 ans. Ça veut dire que les prix moyens baissent et que la filière textile est en difficulté d'une manière... Pardon ? La filière textile habillement. La filière textile habillement, oui, pardon. Mais incontestablement, aujourd'hui, de façon proportionnelle à la croissance de la population, la consommation augmente. Par contre, la consommation change dans la nature des produits. On porte des vêtements de plus en plus légers. Et on est souvent multicouche. On a envie de changer plusieurs fois dans la journée en fonction de son humeur, en fonction de son activité, en fonction du temps, etc. On mesure en ce moment de très importantes modifications des comportements d'achat. Il y a des études là-dessus à votre disposition, à la fois sur le site EcoTLC, mais dans tous les sites de la profession. Je pense notamment à l'IFM et à d'autres. Ça fait partie de mes autres questions, mais on y reviendra aussi, je pense d'ailleurs, autant avec Jeanne qu'avec Caroline, justement sur comment la loi qui a créé l'éco-organisme s'appelle la responsabilité élargie du producteur. On pourrait penser à une responsabilité élargie du consommateur, elle est plus difficile à mettre en loi, évidemment, un peu complexe. Le paye, oui, il paye. Voilà. Il ne le sait pas assez. Oui, c'est vrai que ça pourrait partie des leviers d'information, mais voir aussi comment évoluent les comportements en termes de est-ce on pense à mettre ces vêtements non pas à la poubelle, mais à les redonner dans une filière pour leur offrir une seconde vie. Dans les 36% qui sont récupérés aujourd'hui sur cette masse, combien va partir vers le recyclage? Et vous me voyez un petit peu venir par rapport à la transition vis-à-vis de Jeanne. Alors, je fais le lien avec votre question précédente sur la progression. Autant on a des progressions faibles de consommation générale, par contre on a une énorme progression du volume récupéré. Il y a 10 ans, on récupérait 70 000 tonnes.
On récupère aujourd'hui 200, 220, 230 000 tonnes. Donc on a multiplié par 3, cela. Donc ça veut dire que aujourd'hui, le geste de tri et le geste de dépôt au point d'apport, il est en croissance extrêmement importante et il va augmenter. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces vêtements ? Bien, je l'ai dit, 60% vont partir en réutilisation sous différentes formes. Et Caroline, je pense, illustrera tout à fait ce que fait Tisson la Solidarité, entre autres, dans cette démarche. Et vers le recyclage, c'est-à-dire les vêtements, linge de maison et chaussures non réutilisables qui vont être transformés en nouvelles matières, c'est à hauteur de 40%. Ce qui représente 40% de 200 000 tonnes, 80 000 tonnes. Merci beaucoup. Et donc, ce qui me permet cette transition vers la présentation de Jeanne, c'est sur ce gisement-là principalement que les programmes de recherche vont porter ou sont en cours. Bonjour à tous et merci à la Fondation de m'inviter pour pouvoir communiquer sur ce sujet qui est particulièrement stratégique pour la filière textile, de pouvoir être exprimé en grand public. Donc je me présente, Jeanne Mélier, je suis chargée d'affaires au sein d'un pôle de compétitivité dédié à l'innovation textile, basé en Hauts-de-France. Et on a pas mal de travaux de recherche qui sont dédiés à l'économie circulaire. Et je remercie d'ailleurs Alain Clodo des participations régulières à nos projets et de nous faire bénéficier de son appel à projet pour les professionnels désireux de trouver des solutions de recyclage à partir de textiles, linge de maison, chaussures de l'éco-organisme. Donc tout d'abord, je voulais quand même faire une contextualisation de l'environnement textile qui est vraiment complexe et qui est de tous les temps, avec d'abord un focus sur les différentes matières textiles qui existent. Je confirme effectivement qu'on a une majorité de coton et une majorité de fibres synthétiques qui sont consommées au monde, et notamment coton et polyester, qu'on retrouve d'ailleurs dans les gisements assez logiquement de recyclage. Donc on a deux secteurs, fibres d'origine naturelle, fibres d'origine synthétique ou cellulosique. Et vous voyez les ordres de grandeur, on a 26 millions de tonnes de coton sur 111 millions de tonnes, et en polyester ou en synthétique, on est à peu près à 45%. Je vous donne un petit exemple aussi sur le jean, parce que c'est un vêtement qui est très porté, qui finalement est relativement éco-conçu, dans la mesure où il est sur une matière connue, identifiée, et il faut savoir que ça représente 460 millions de tonnes dans le monde. Ensuite, la filière textile en elle-même. En fait, elle est très complexe parce qu'elle part de la matière première, donc, pour ensuite être transformée. Donc, les systèmes de transformation, vous avez pu le voir pour le coton ce matin, c'est quand même très complexe, avec beaucoup d'étapes que moi, cet amont-là, je ne le connais pas très bien, mais je sais que c'est déjà une partie qui est complexe. Et ensuite, surtout l'aval, c'est également très complexe, parce que la partie filature ou filage, donc différence entre filature et filage, c'est que filature, c'est on prend des fibres, on les assemble mécaniquement, et le filage, c'est beaucoup lié au synthétique, par le filage par fusion ou par précipitation, notamment pour la viscose. Et puis, on a aussi les non-tissés sur cet amont. Ensuite, on a le tricotage, tressage ou tissage, des traitements, soit en finition, soit tout le long de la filière depuis la filature. Et ensuite, on arrive sur de l'assemblage qui peut être très divers, que ce soit des assemblages pour de l'habillement ou des assemblages plus techniques. Et ensuite, on va vers les marchés. Et le textile, c'est vraiment tout marché. C'est partout. Vous avez le nez d'avion d'Airbus, c'est du textile. Les sièges dans une automobile, les éléments en santé. Donc vous avez énormément de textile dans tous les marchés, dans toutes les applications. Et par conséquent, on a le gisement des TLC, des textiles, linge de maison, chaussures de l'éco-organisme, grand public, qui sont une masse la plus importante en volume, la plus diffuse, la plus compliquée à traiter, il faut bien le dire. Ensuite, mais qui est bien organisée.
Une partie qui est plus diffuse en termes d'organisation et de collecte, c'est tout ce qui est textile à usage professionnel. Et on retrouve là essentiellement les vêtements de travail, parce que sur les autres applications, si vous avez des filtres usagés, des éléments comme les composites pour un avion, c'est plus compliqué à démanteler, donc c'est moins visible en termes de filière. Donc c'est essentiellement le vêtement de travail. Et en troisième lieu, nous étant dans un berceau textile, on a énormément de chutes de production. Et donc ces chutes de production, elles ont l'intérêt de pouvoir grossir des gisements pour des solutions dans lesquelles on va intégrer des TLC, des textiles fin de vie. Et donc on a plusieurs étapes possibles pour pouvoir développer un textile, on va dire, upcyclé ou recyclé. C'est le moins de destruction possible à une destruction assez importante pour pouvoir revenir à la fibre. Donc le moins de destruction possible, on retrouve assez régulièrement, en tout cas nous dans notre filière, parce que justement on est en contact avec les producteurs, des personnes intéressées par les textiles liés aux usages professionnels. Et là notamment cette personne qui est basée à Marrakech, mais qui est en contact régulier avec Air France ou avec Renault, travaille sur le recyclage des ceintures, soit les chutes de production, soit les non conformes, soit les produits fin de vie. Donc elle a fait un petit développement avec 2 compagnies aériennes, Air France et une compagnie en Belgique, pour développer des accessoires. Une autre personne qui est dans notre périmètre, pareil, elle utilise les matériaux fin de vie. Alors là, ce qu'elle présente, c'est caoutchouc lié aux pneus de tracteur, au vélo, donc c'est pas textile au départ, matériaux souples quand même, mais elle a fini par regarder aussi vers les chutes de production de notre écosystème, et notamment j'ai un exemple ici d'une ceinture qui a été faite en chute de production de lance à incendie, parce qu'on a un des plus gros producteurs mondiaux qui est basé en région Hauts-de-France. Ensuite, vous avez une matière, elle peut être donc effilochée, comme on l'expliquait tout à l'heure, et pour l'effilocher, on peut en faire effectivement un nouveau matériau fibreux pour lequel on peut faire ce qu'on appelle des non-tissés, des feutres. Et là, on a un exemple commercialisé de feutres fait à partir de jeans usagés et basés en France. D'ailleurs, c'est un projet qui avait été mis au point directement avec EcoTLC, je pense. Et pourquoi celui-ci, quand vous avez commencé à introduire, effectivement, en disant qu'il y avait aussi la complexité du produit déjà réalisé, et notamment des fibres multiples à l'intérieur d'un même vêtement ou autre, là, on n'aurait pas pu imaginer, plutôt que ce soit que des jeans et donc principalement du coton, de mettre un peu tout le rebut qui est difficile à séparer au départ. Alors, c'est une question de conformité au niveau du... Parce que bon, pour pouvoir mettre au point un produit qui va aller dans des bâtiments, il faut répondre à des normes assez complexes, affronter Isover, et donc qui a le lobby de la laine de verre, et surtout disons que les normes sont pas forcément... Excusez-moi. Et donc les normes sont faites en fonction de caractéristiques non-feu que les laines de roche et laines de verre ont naturellement intrinsèquement. Elles ont des qualités, mais elles ont certains défauts qui sont qu'elles sont difficiles à poser parce qu'elles grattent un peu. Alors qu'ici, on a un matériau on a mis du temps à le mettre au point. Il faut une certaine densité. Après, il faut passer effectivement par les avis techniques et les évaluations. Et à partir de là, si on commence à changer la composition, on doit refaire toute cette démarche et c'est un peu compliqué. Voilà. Autre exemple ici, c'est un exemple toujours de non tissé. Alors là, c'est pas fait avec de la fibre de textile, mais c'est fait avec des polyesters issus de bouteilles. Mais ça pourrait très bien être appliqué au textile. Et là, on thermoforme le produit. C'est un produit qui existe dans le commerce au Danemark. Il y en a un exemple devant, c'est ça, hein. Et là, c'est l'exemple devant. Ici, c'est celui qui a été fait dans le cadre des appels à projets d'EcoTLC. Donc c'est quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est dispositif d'absorption acoustique en automobile. C'est un équipementier franco-japonais. Et il a décidé de se diversifier et de faire un silencieux
de ventilation mécanique pour les maisons. Et là, c'est pareil. Ici, il y a un avis technique à proposer. Et donc là, pour le coup, ce produit, il est fait avec un matériau beaucoup plus, d'une composition beaucoup plus diffuse. Ce qui est un intérêt pour EcoTLC, parce qu'on peut aller sur des gisements triés, plus ou moins triés, en fait, hein, avec une majorité de synthétique, parce que c'est le synthétique qui donne la forme et qui permet que ça fonde et que ça soit en forme, mais on peut aller sur un matériau plus divers. Plus fin, plus boucle fermée. L'exemple on prend les cotons, donc les fameux cotons qu'on pourrait utiliser pour refaire du fil, ça se fait aussi. C'est plus difficile à mettre en œuvre parce que les matières, à partir du moment où elles ont été lavées un certain nombre de fois, puis effilochées, les fibres sont beaucoup plus courtes que le coton initial, ce qui fait qu'on a une matière qu'il faut d'abord mélanger avec du vierge. Il y a des expériences où on ne les mélange pas, mais globalement, si on veut avoir les mêmes résistances mécaniques, le même aspect, le même style, parce qu'on ne va pas mettre du recyclé pour mettre du recyclé, on met du recyclé, mais on a envie d'être bien habillé. Donc il faut avoir une matière qui soit durable, qui se lave bien, et puis qui soit du même usage que la matière vierge. Et là, c'était le cas de Cyrillus, qui a mélangé du polyester et du coton. Je crois qu'il doit y avoir 25% de vierge peut-être dedans. Non, celui-là, il est 100% vierge, 100% recyclé, pardon. Mais il y a 50% de RPET, donc de polyester issu bouteille, et 50% de coton. Et c'est le polyester qui permet de tenir le coton, en fait. Oui, ce ne serait pas possible d'avoir un t-shirt 100% coton recyclé. Alors, j'ai appris hier par EcoTLC que certains acteurs de l'habillement Made in France étaient en train de mettre au point dans leur filature un fil 100% recyclé. Donc, comme c'est en cours, moi, j'ai pas d'avis, mais j'espère qu'il aura un bon peeling, parce que là, je pense qu'il aura un bon peeling. Il va pas s'effilocher, se boulocher, on va dire. Et parce que souvent, ces fibres-là, étant plus courtes, elles s'abîment plus vite. Donc, on va pas faire un vêtement recyclé qui a une durée de vie plus courte qu'un vêtement vierge, quoi. Donc, il faut une logique complète de la vie du vêtement elle-même. Voilà. Je donne un autre exemple parce que celui-ci, il était intéressant. C'est effectivement d'utiliser le fil pour pouvoir refaire d'autres produits. Donc ça, là, l'exemple il est donné donc d'un jean pour refaire des serviettes de toilette. Mais il faut savoir que cette entreprise ESG a été interpellée par l'armée hollandaise pour pouvoir faire des coproduits à partir des vêtements issus de l'armée, et notamment ceux qui étaient majoritaires coton. Et il faut savoir que les militaires, ils ont des serviettes, c'est les coproduits de leurs propres vêtements. Pour aller plus loin, alors on a constaté qu'effectivement ça pouvait devenir un nouveau matériau, et on voit des expériences. Alors je ne peux pas vérifier si ça se vend beaucoup, mais en tout cas il y a des expériences pour pouvoir refaire des nouveaux matériaux. On pense un peu comme le médium pour le bois qui est un coproduit. Ici, est-ce que cet effiloché ne peut pas devenir un coproduit à partir du moment où on le met en œuvre et qu'il ait du sens par rapport à un nouvel usage. Donc il y a des expériences qui sont faites et sur lesquelles je ne sais pas il faut faire évoluer les choses ici. Un autre exemple, parce que quand vous entendez parler de fibres recyclées, notamment sur les polaires, c'est des fibres recyclées assez majoritairement issues bouteilles. C'est pour l'instant effectivement tout ce qui est recyclage textile qui revient dans le textile, il n'y en a pas énormément. Et en fait, je ne dis pas que c'est trompeur, hein, c'est très bien de récupérer les bouteilles pour refaire des polaires, mais je pense que ceux qui font des bouteilles vont peut-être les récupérer de plus en plus pour refaire des bouteilles, et le gisement, il va se tarir. Donc ça, c'est une question qui peut se poser, et puis qui peut être tout à fait intéressante pour EcoTLC, pour pouvoir aller vers les gisements textiles pour ces mêmes utilisations. Et là, un autre exemple de recyclage polyester, c'est d'imaginer des vêtements réformés, ou des chutes de production de matières synthétiques. Il faut savoir qu'actuellement, on a des expérimentations qui sont faites justement pour pouvoir revenir vers une matière fibreuse textile, la broyer, la fondre pour refaire du textile. Et ça, c'est des expérimentations en cours. Là, on est sur tout ce qui s'appelle recyclage mécanique. C'est-à-dire qu'on a pris une fibre, on la voit toujours à la fin.
Il y a des expérimentations qui sont faites depuis une dizaine d'années, notamment au Japon, sur le recyclage du polyester. Mais ce que je constate en tant qu'ancienne chef de produit, c'est que les Japonais sont d'une manière innée dans l'éco-conception, parce que j'ai vu chez eux des vestes en 100% polyester avec des touchés magnifiques, dont l'intérêt était d'être hyper durable, c'est-à-dire qu'elle résiste bien à l'usage, lavable, facile d'entretien et en plus recyclable. Et donc quelqu'un comme Tejin, il a fait des partenariats dans le vêtement de travail, et chez eux le vêtement de travail est souvent 100% polyester, pour pouvoir boucler la boucle, c'est-à-dire que il y a une traçabilité sur le fait que c'est bien son polyester qui est utilisé pour telle marque de vêtements de travail, et puis derrière il fait tout ce qui est collecte, recyclage en fin de vie. Et donc là il revient à un fil, il dépolymérise et il repolymérise le matériau. Et un autre exemple, alors là pour le coup il est expérimental dans le polyester, on a une entreprise, un laboratoire en Auvergne qui est sur le recyclage chimique également. Il a fait son expérimentation sur les bouteilles plastiques, et donc là c'est une dissolution du polyester par un recyclage enzymatique. Et donc on en refait des monomères, et derrière on peut refaire des filaments. Là je parlais polyester, maintenant on peut parler viscose ou coton, c'est-à-dire que on peut, à partir de fibres de pulpe de bois, refaire la viscose est faite à partir de pulpe de bois, mais on peut imaginer que la cellulose liée à la viscose elle-même ou au coton peut être transformée pour être faite en cellulose et en viscose. Et puis le dernier, c'est tout récent. On peut faire du home recyclage en boutique. Alors ça, c'est un grand container. Alors déjà, l'idée du container, c'est peut-être un container qui était lui-même en fin de vie, qui a été utilisé pour pouvoir installer des machines de défibrage pour des textiles fin de vie. Donc c'est à Hong Kong. On vient avec son vêtement fin de vie. Alors je ne sais pas quel est le cahier des charges pour ce vêtement. Et après, on peut ressortir 3-4 heures après, on revient et on peut avoir un pull. Bon, je demande à voir, mais en tout cas, c'est génial. Je trouve ça génial. Voilà, pour être rapide, pour faire un aperçu assez rapide des solutions. On était un petit peu plus loin avec Jeanne, parce que ça permet de donner un exemple par type de recyclage. Et donc, recyclage, c'est une chose, mais je vais en profiter tout de suite pour faire le lien avec Caroline, au moins dans la présentation de chacun, et après, on partira dans une conversation plus croisée. Le partie recyclage et partie récupération. Donc là, Caroline, avec toi, on va s'arrêter à ce niveau-là. Mais alors, par contre, avec un écrémage assez conséquent au sein de Tissons la solidarité, c'est un retour sur la qualité, ce qui nous permettra d'ailleurs de parler de cette problématique de la qualité des tissus et des produits et des vêtements aujourd'hui. Voilà. Hop. Donc, bonjour. Merci à la Fondation de m'avoir accueilli. Donc, je vais faire assez bref. Donc, le réseau Tissons la solidarité, c'est bon. Le réseau Tissons la solidarité, c'est 70 structures sur le territoire national. Ce sont toutes des structures d'insertion par l'activité économique. C'est 1900 salariés en insertion par an, 83% de femmes. On n'est pas dans la parité, d'accord. 400 permanents. Et notre activité, c'est effectivement le textile de seconde main. On collecte, on trie, on lave et on repasse. On vend et on fait de la retouche. Donc le textile est pour nous, avant tout, un outil pour la remise à l'emploi de personnes en les préparant au métier en tension, mais aussi en les préparant au métier de demain. Je veux bien que tu passes. Voilà. Donc l'objectif, c'est effectivement l'emploi durable, c'est vraiment de faire sortir les personnes de la précarité. Donc je sais qu'on a tendance à imaginer que des gens qui sont salariés en insertion... on a tendance à les regarder par leur manque. C'est bien dommage parce qu'il n'y a aucun CV qui est vierge et on a vraiment des personnes qui ont des compétences inimaginables. Donc notre taux de retour à l'emploi national, à l'emploi durable, il est de 24% et on est au jour d'aujourd'hui 11 points supérieur à la moyenne nationale. Donc on est aussi un centre de formation reconnu par la branche. Donc 2 formations métiers, vendeur conseil et retoucheur. 2 métiers en pleine mutation, le vendeur conseil se numérise
Et le retoucheur développe de nouvelles activités comme on va le voir. Donc le résultat du centre de formation dans la vente, c'est 71% et dans la retouche, 57%. Donc cette formation retouche, comme je vous disais, elle est en pleine mutation actuellement, puisqu'effectivement l'économie circulaire amène de nouvelles pratiques et on essaye d'être en amont de ce que vont demander les futurs employeurs pour pouvoir positionner immédiatement les personnes sur les postes. Donc nous faisons effectivement de l'anonymisation, ça veut dire qu'on enlève toute trace de la marque afin que le vêtement puisse être réutilisé par la suite. Alors ça, j'y tiens beaucoup. Il faut savoir que beaucoup de personnes handicapées ne peuvent pas s'habiller aujourd'hui comme elles le souhaitent, parce que le couturage que nous avons sur le vêtement, qui provient d'un problème de qualité de base, ne permet pas de faire des retouches adaptées. Et le sur-mesure est excessivement cher. Donc encore une fois, les personnes qui ont peu de moyens sont complètement à la marge de tout ça. Et le vêtement n'est pas, comme tu l'expliquais à Alain, un choix de consommation où on se fait plaisir, mais plutôt un véritable calvaire. Donc c'est vraiment un projet qu'on a développé avec elle. Donc on est limite dans la transformation de vêtements parce que le problème de couturage amène effectivement peu de possibilités en retouche. Donc d'ailleurs, Alain, je compte sur toi pour prévenir tous les producteurs qu'on pense aux personnes handicapées et on fait du couturage. Ce serait sympa pour elles. Et enfin, voilà, c'est l'upcycling qu'on a mis en place. Alors, il y a une énorme différence entre l'upcycling et la customisation. La customisation, c'est plus une personnalisation du vêtement, mais vous allez reconnaître le patronage. Nous, on va aller jusqu'à, finalement, prendre les vêtements comme de la matière. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, il est évident pour recréer un vêtement à partir de vêtements de base, il faut un minimum de qualité dans le vêtement de base. Parce que de toute façon, sinon, sa prolongation de vie, à un moment donné, on ne fait pas de l'upcycling pour que l'upcycling ne se vende pas et soit encore un déchet. Le but du jeu, c'est réellement de créer un vêtement qui puisse se vendre, qui soit facile à vendre, pour effectivement écouler justement toutes les matières qu'on ne peut pas revendre en l'état. Justement, par rapport à cette question-là, est-ce que tu observes dans le temps comment déjà, en fait, on vous amène les vêtements? C'est ceux qui sont déposés dans les bennes, qui sont, comme l'expliquait Alain, à travers le territoire, ou alors est-ce que c'est pas le cas? On vient vous voir directement au travers des 70 portes d'entrée que constitue le réseau d'associations au sein de Tisson la Solidarité. Alors c'est vrai que nous, on a peu de bennes, parce que c'est vrai que la politique de Tisson, ça a été plutôt de dire, de collecter, que les personnes apportent dans l'association, pour aussi un petit peu faire de la pédagogie auprès des personnes, pour leur expliquer finalement que ce vêtement, c'était un outil pour former des personnes et les remettre à l'emploi. C'était aussi un outil pour pouvoir recycler des vêtements, mais que pour ce faire, ce serait bien qu'ils en prennent soin aussi. Et puis aussi, la qualité, je sais, c'est des grandes discussions qu'on a au niveau avec l'éco-organisme, mais nous, à Tisson, c'est important, et d'ailleurs au niveau du tri, on trie par qualité, parce que je pense que même on ne trie pas par rapport au pouvoir d'achat des gens, mais la qualité d'un vêtement, elle est quand même intrinsèque au produit, c'est une matière, c'est des finitions, c'est des petites mains qui ont un véritable talent, qui a un savoir-faire français, et même si on n'a pas les moyens d'acquérir un type de vêtement, il est important pour nous que les personnes fassent la part des choses entre un vêtement et sa qualité, et se posent aussi les bonnes questions. Quand un vêtement coûte 2 € à la vente, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Au niveau de l'éthique aussi. D'accord. Et dans ce que vous récupérez, est-ce que tu observes donc cette baisse de la qualité des vêtements, non pas forcément du montage du côté tailleur, mais du textile en tant que tel? Est-ce que ça a ressenti? Alors, honnêtement, c'est très lié au bassin. C'est-à-dire, c'est très lié à la ville où est implantée la structure Tisson. C'est vrai que quand tu es en urbain ou en périurbain, la qualité, elle est là. Quand tu es en rural, c'est plus compliqué, puisqu'en fin de compte, les personnes te donnent par rapport aux magasins qui sont implantés, généralement où elles vont acheter des vêtements. Donc c'est très très lié au bassin et quels sont les magasins qui y sont implantés. Et vous, Jeanne et Alain, vous avez pu observer dans cette arrivée de flux matière une baisse de la qualité des fibres, ou c'est pas forcément le cas, ou elles ont au contraire augmenté en qualité? On a vu qu'il y avait différents types de longueur de fibres de coton et de qualité en tant que telle. Alors en fait, il y a eu en tout cas à mon niveau, c'était une analyse
vraiment scientifique, c'est-à-dire que les personnes ont comparé des vêtements de travail fin de vie et des vêtements 100% coton issus des TLC. Et en fait, ils ont fait des mesures, et les mesures faisaient un constat sans appel, c'est-à-dire que les articles qui venaient des textiles fin de vie étaient plus abîmés. Alors, est-ce que ça vient du fait que c'est la conception elle-même au départ qui est pas bonne, ou parce que les produits sont moins bien entretenus? Enfin voilà, il y a toute une série. On peut pas connaître les facteurs. Simplement, c'est un constat. Après qu'il y ait eu une évolution sur ce sujet-là, c'est plus la chef de produit qui va parler. C'est-à-dire que, en délocalisant de plus en plus, en baissant de plus en plus les prix, il n'y a pas photo, on baisse la qualité, quoi. J'ai fait des articles magnifiques en laine ou en laine polyester dans ma jeunesse. Ces mêmes personnes faisaient à la fin, dans le meilleur des cas, des polyesters de belle qualité, mais sinon, non, c'était des produits qui étaient assez d'obsolescence programmée, quoi, c'est-à-dire usables, vraiment rapidement. Donc ça veut dire que ces produits-là, du fait qu'ils s'usent plus vite, retrouvent plus vite le chemin des points d'apport volontaires. Et justement, on a parlé de cette mondialisation des textiles sur lesquels on reviendra plus longuement pendant la matinale de l'économie. Mais comment, quand on est un organisme qui agit au niveau du territoire français, on sait qu'il y a quand même une part minoritaire de la confection qui est faite uniquement en France. Est-ce qu'on peut avoir, par effet de cascade, par rapport aux metteurs sur le marché, une action sur les pays producteurs? Est-ce que c'est possible, ça ? Alors, comme on a un mécanisme de financement au travers de cette éco-contribution, et que l'éco-contribution, elle est donc calculée et affectée à la pièce textile, on a mis en place depuis déjà maintenant quelques temps ce qu'on appelle une éco-modulation de la contribution, en organisant les affaires pour que les produits de meilleure qualité aient une éco-contribution moindre, et que les produits de moins bonne qualité aient évidemment une éco-contribution beaucoup plus élevée. Et donc on a des critères qui sont appliqués sur la durabilité, en s'appuyant d'ailleurs sur les tests scientifiques, sur justement la résistance au boulochage que tu évoquais, la résistance des teintures, la résistance des couleurs, au lavage avec le temps, etc., etc., etc. Et donc aujourd'hui, ce mécanisme est en place. Donc c'est un moyen qui fonctionne, bon, qui évidemment va prendre du temps. Et puis il y a aussi le marché. C'est qu'aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure, on continue d'avoir une relative croissance des volumes, mais on a une décroissance des prix, parce qu'il y a une compétition extrêmement intense aujourd'hui au niveau des marques. Et malheureusement, une grande partie de cette compétition se fait d'abord sur le prix, et probablement que ça a des impacts sur la qualité des matières, la vitesse de la composition, etc. Donc il faut arriver à redonner ce sens de la durabilité des produits et de la durée des produits. Et il faut tout simplement que ça vienne du consommateur citoyen qui soit prêt à faire des efforts pour acheter des produits plus responsable, plus adapté à ses besoins, et donc finalement à veiller peut-être à regarder où c'est produit. Donc est-ce qu'on peut privilégier des circuits courts, par exemple, et est-ce qu'on peut privilégier des matières nobles, hein, et une qualité de confection. Et justement, donc, Caroline, ce consommateur, alors peut-être de plus en plus conscient, on l'a vu par rapport à différentes études, mais bon, qui reste aussi minoritaire quand même, certains vont franchir le pas des boutiques, parce qu'en fin de chaîne de cette explication, donc les boutiques existent au sein du réseau. Et est-ce qu'il y a donc il y a plus de clients, comment ça fonctionne d'ailleurs? On le sait dès qu'on arrive dans la boutique, c'est parce qu'on fait... Non, pas forcément, parce que moi je ne suis pas là pour mettre en avant le statut social des personnes, donc ce sont vraiment des boutiques ouvertes à tous. Ce sont plutôt des boutiques écoles, c'est-à-dire qui fonctionnent comme celles de l'économie classique, pour la simple et bonne raison qu'on doit former les gens. Donc autant avoir un cadre de travail qu'elles vont retrouver le lendemain. Dans l'économie classique, nous, c'est vrai qu'on a une augmentation au niveau de la clientèle. Le seconde main se développe. Il y a même des marques aujourd'hui qui développent leur propre seconde main en interne, hein. Donc, par contre, nous, ce qu'on note aussi, et ça nous fait plutôt plaisir, c'est qu'on note des personnes qui recherchent quand même la qualité dans le seconde main.
C'est-à-dire qu'ils vont être prêts à mettre un peu plus, mais pour avoir effectivement un vêtement où la couture elle part pas en vrille, ou voilà. Donc c'est là où on voit que la pédagogie qu'on essaye de faire fonctionne, puisque même au niveau de nos clients, qui sont que des personnes qui viennent acheter dans du seconde main, on note vraiment une augmentation, on va dire, de la qualité du produit. Mais c'est ce qu'on met nous aussi en avant comme argumentaire de vente. Hein. Et c'est le marché de la seconde main du vêtement, c'est un marché qui augmente au niveau français, voire même européen. Oui, clairement, c'est un marché qui augmente. Alors, je ne pense pas que c'était un marché qui était très suivi, qui était très mesuré. Il y avait beaucoup de choses qui se font, entre guillemets, de manière informelle. Hein, les braderies, les trocs, les greniers, etc., sont évidemment autant d'opportunités pour développer le réemploi, et il faut bien entendu que ça continue. Par contre, on voit que ça se professionnalise aussi, que ça s'organise au travers donc de circuits de boutiques tels que celui de Tissons la Solidarité, ou d'autres formules sur Internet. Vous avez des sites aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 2-3 ans. Je pense à Vinted, par exemple, qui a fait une campagne il n'y a pas très longtemps dans le métro, et qui effectivement brasse des volumes extrêmement importants. Donc incontestablement, c'est en augmentation croissante. On estime aujourd'hui que la part de marché relative est entre 5 et 10% de la totalité des vêtements. C'est très minoritaire, mais déjà pas mal. On a des prévisions qui pensent que ça va augmenter ? Non, il y a une étude qui est sortie récemment, une étude américaine, qui dit que dans, je crois, une dizaine d'années, le marché de la seconde main pourrait atteindre un volume équivalent, enfin, on serait à 50-50, avec les marques de fast fashion. Bon, je pense que c'est une intention sans doute un peu politique, on n'en sait rien en fait. Mais en tout cas, il y a incontestablement une demande, et évidemment cette demande, elle ne peut s'exercer que pour des produits qui ont été suffisamment conçus pour durer longtemps. Donc là, il y a des intérêts, il y a manifestement des intérêts qui se rejoignent. Et en tout état de cause, si vous voulez les adresses des 70 points d'apport de Tissons la Solidarité, ils sont sur le site La Fibre du Tri. Ok, la partie plutôt grand public de EcoTLC qui donne en fait l'ensemble des bonnes pratiques qu'on peut avoir vis-à-vis de... Voilà, donc vous les retrouvez sur Internet et puis avec l'ensemble des réseaux sociaux habituels. Je retourne une dernière question du côté de Jeanne, et là on quitte la réutilisation pour revenir au recyclage. Est-ce qu'une fois qu'on a trouvé ces solutions techniques pour arriver à recycler, quitte à refondre, refaire de la fibre, mais est-ce qu'on a les acteurs industriels qui sont prêts à récupérer ce tuyau et puis à le rebrancher ? On en discutait ce matin justement avec Alain en voyant le schéma très très significatif de la production de coton dans la partie transformation, donc la consommation de coton dans la partie transformation. On voit qu'il y a un grand volume en Asie et que finalement en Europe ça devient assez presque confidentiel en face. C'est un peu le problème. Donc c'est pour ça que dans les solutions qui ont été présentées, certaines existent. Donc celles-là, il faut vraiment les pousser. Il y a encore des filateurs, il y a encore des fileurs, mais ils sont géographiquement pas tout à fait au même endroit. Donc après, il faut organiser ça. Et donc nous, on a d'ailleurs un projet qui s'appelle Retex. Et l'idée, c'est de structurer la filière textile pour qu'elle s'implique dans cette économie circulaire, soit en massifiant des gisements, parce que chacun de son côté fait des choses très intéressantes. Je prenais l'exemple de Cyrillus, mais il m'a dit je ne gagne pas ma vie avec ça. C'est-à-dire que je fais un geste pour l'environnement, mais mes marges sont extrêmement réduites. Donc, économiquement, ce n'est pas viable. Et donc l'idée, c'est que lui, il est intéressé par le fait qu'on soit plusieurs, parce qu'à plusieurs, on est plus fort pour pouvoir proposer une offre économique accessible. Et donc, on a un projet sur lequel on a récupéré des vêtements de travail, bon là pour l'instant c'est pas EcoTLC, mais c'est des vêtements de travail qui sont transformés en fibres, recyclés pour refaire ce qu'on appelle des fibres standards, c'est-à-dire qu'on va faire un nouveau standard qui sera réutilisé au même endroit par ces personnes et c'est local. Par contre, sur l'aspect recyclage chimique, bon là on va savoir refaire des polymères. Pour l'instant, ça demande des
tellement gros investissements qu'il vaut mieux aller là où il y en a. Il y a des gens au nord de l'Italie, au nord de l'Espagne. Je ne vais pas refaire une usine de polyester à 1000 km. En fait, il faudra travailler de manière européenne pour pouvoir créer cette économie circulaire au niveau de l'Europe, au niveau local, mais aussi au niveau de l'Europe, dès lors qu'il y a des savoir-faire qu'il faut identifier et utiliser. Et alors, une dernière petite question, mais je vous demanderai de répondre d'une façon très resserrée. On a dit recycler, on a dit réutiliser, on n'a pas dit réduire. Ah si, tu l'as déjà dit, Caroline. Ah, bah, c'est parfait, on va gagner du temps. Et alors, je vous vois rire, mais peut-être moins avec ma question, pour ma petite précision. Est-ce qu'on est totalement libre quand on dépend des éco-contributeurs qui sont les acteurs de la mise sur le marché, par rapport au fait de dire, dans la partie grand public, il faudrait peut-être réduire la consommation de pièces vestimentaires? Vous voulez dire que s'il y avait moins de contributions, on aurait moins de sous, c'est ça? Bon, on est un organisme à but non lucratif. Donc on assure une mission d'intérêt général. Donc notre première motivation, c'est pas notre chiffre d'affaires des éco-contributions. Au contraire, notre rêve, c'est qu'un jour, en tant qu'éco-organisme, nous disparaissions. C'est-à-dire qu'on n'ait plus de raison d'être là, puisque l'accompagnement de la transition d'une économie linéaire vers une économie plus circulaire, elle sera faite et qu'on n'aura plus rien à faire sur ce côté-là. C'est pas simple la réduction dans l'absolu. D'abord, le premier moteur, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est tout simplement la croissance de la population française ou mondiale. Donc de toute façon, on est plus nombreux à habiller. Alors après, est-ce qu'on peut avoir moins d'habits? Est-ce qu'on peut faire moins de gaspillage? Très certainement. Est-ce qu'on peut concevoir les produits pour qu'ils consomment moins de matière? Bon. Et en fait, le processus est en route. Maintenant, les choses ne peuvent pas changer brutalement, parce que d'abord, les changements d'habitude, ça ne peut pas se faire si brutalement. Et puis surtout, parce que ça crée des déséquilibres. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire OK, le chiffre d'affaires, il baisse de 10, 15, 20, 30%. OK, je ferme l'usine. Parce que comme on n'a pas prévu les nouvelles activités économiques, finalement, on essaye de résoudre un problème, et c'est tout l'équilibre que vous évoquiez tout à l'heure du développement durable, c'est que quand je pousse un peu trop sur l'écologie et que j'oublie l'économique et le social, je suis peut-être un peu plus vivable, mais je suis un peu moins viable, et que ce fameux équilibre de durabilité, c'est un véritable réglage fin des différents paramètres, et c'est ça qui en fait la complexité. Je voudrais juste terminer sur une chose. Il y a une loi économie circulaire qui est portée aujourd'hui par la ministre Brune Poirson, et qui participe à accompagner et à organiser ces évolutions. Et je pense qu'on peut être fier parce que la France est assez pionnière dans cette démarche. D'accord. Et Jeanne, un petit mot sur cette question de la réduction. Alors, en tant que citoyenne, peut-être aussi, je sais. En tant que citoyenne, effectivement, j'ai sur moi de la seconde main. Alors, il y a une chose qui n'a pas été évoquée, c'est des produits qui ne sont pas consommés. Donc il faut savoir qu'il y a une forme de déferlance de production et on ne connaît pas le chiffre. Il y a un chiffre officieux qui parlerait d'1 sur 3, mais après il y a des chiffres qui me paraissent assez démentiels. Et effectivement, il faut avoir un raisonnement, mais il ne faut pas culpabiliser. Parce que je pense que le vêtement, c'est une affaire de style. Il ne faut pas être un asset. Il y a quand même une histoire de message qu'on porte avec un vêtement, donc on peut garder ça à l'esprit. Après, une baisse de la consommation, en volume, je pense que je rejoins Alain. Par contre, là où nous, on constate une augmentation en proportion, c'est que les produits à vraie valeur ajoutée, c'est tout ce qui est textile à usage technique. Et donc, ceux-là, ils sont... Alors, bon, je dirais que par rapport à l'habillement, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais là où des gens étaient en difficulté sur le vêtement parce qu'on a fait trop de mauvaise qualité, ils reviennent sur des choses plus fondamentales, plus applications techniques, avec plus de valeur ajoutée. Et donc... je me demande, en tout cas c'est un constat que j'ai fait cette semaine, parce que c'était le salon Tech Textile, sur les textiles techniques, et les gens de la mode viennent chez nous en textile technique. Ça veut dire qu'il y a des entreprises d'habillement qui vont penser le vêtement autrement, donc avec
peut-être la notion d'éco-conception, de durabilité, de démantèlement automatique avec des fils à coudre qui se démantèlent. Enfin, il y a plein de réflexions en cours et l'habillement se pose, enfin, les secteurs de l'habillement se posent ces questions-là. D'accord, merci. Très bien. Alors vous... Si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez retrouver les trois invités à cette table ronde sans doute à la sortie. Et je ne sais pas si on aurait le temps de les attraper sur le trottoir. On va retrouver Madeleine Leclerc pour les derniers extraits musicaux. Un grand merci à Caroline Porte, Jeanne Meyer et Alain Clodo pour cette table ronde. Madeleine, où partons-nous pour cette fin de matinale ? Alors nous, on va enchaîner sur des musiques qui sont liées à la fabrication d'étoffes. Donc je pense que l'enchaînement est tout à fait approprié. On a d'abord la fabrication d'une étoffe qu'on appelle le tapa en Océanie. L'enregistrement a été fait aux îles Cook assez récemment, dans les années 80. Alors, le tapa, c'est un terme qui désigne une étoffe qui est malléable, mais non tissée, qui était utilisée autrefois en Océanie pour confectionner des vêtements, des voiles, les voiles des bateaux et différents objets. Alors, la fabrication du tapa commence par l'extraction du libère du mûrier à papier, qui est séparé de l'écorce externe, et ensuite il y a des grandes lanières qui sont obtenues, qui sont mises à macérer, et elles sont battues pour les aplatir. Ensuite, ça forme des pièces qui sont collées ensemble avec une colle végétale. L'enregistrement que vous allez entendre fait entendre des femmes qui sont en train de faire le travail de battage de ces écorces. Ça s'enchaîne. Un exemple qui est beaucoup plus près de nous, ça a été enregistré dans l'île de Lewis, en Écosse, dans les Hébrides. Et là, c'est le travail de foulage de la laine qui donne lieu à une activité qui est une activité collective faite par les femmes et pendant laquelle il y a un chant qui est fait. Donc le foulage de la laine, je suis pas spécialiste, hein. C'est une étape qui a lieu après le tissage. Donc il s'agit de frapper les pièces qui viennent d'être tissées pour pouvoir rendre le tissu plus épais et plus imperméable. Donc c'est un enchaînement, les deux morceaux sont enchaînés l'un à l'autre. Alors pour terminer,
c'est un enregistrement un peu curieux puisque c'est un groupe de musiciens qui jouent des flûtes de pan qui a été enregistré au Vietnam et cette musique, pour eux, évoque le bruit du métier à tisser. Donc ce sera le dernier enregistrement qu'on écoutera pour la sortie. Merci. Bon week-end, merci.